L'enseignement supérieur est une école de vie, tout le monde ne gagne pas à la fin. J'en reviens même pas qu'une ministre de l'enseignement supérieur ose dire un truc pareil. Moi je pensais naïvement que le job de la ministre de l'enseignement, c'était de favoriser la réussite de tous les étudiants et de trouver des solutions à l'énorme taux d'échec par exemple. Mais ça, c'est pas la vision de Valérie Glatini. En fait pour elle, l'enseignement supérieur, c'est un peu comme les Hunger Games. Puisse le sort vous être favorable. Le but, c'est de trier l'élite. Moi je voulais savoir ce qui nous attendait avec Valérie Glatini comme ministre de l'enseignement supérieur. Alors j'ai fait quelques recherches, par-ci par-là, pour mieux comprendre sa vision, et franchement, c'est chaud. Les inégalités dans l'enseignement supérieur, elles ont jamais été autant mises à nu que pendant ce confinement. Par exemple, on n'a jamais vu autant l'utilité d'avoir des infrastructures publiques, comme des bibliothèques pour permettre aux étudiants d'étudier. Ou des blocus assistés, ou encore la bloc collective que nous on organise 2 fois par an avec Comac. Parce que pendant que la ministre Valérie Glatini dit ça... Donc maintenant, je pense que le message qu'il faut passer aux étudiants, c'est de bien se concentrer. Mais le quotidien de beaucoup d'étudiants, c'est plutôt ça. Il y a aussi une énorme prise de conscience de la précarité étudiante, et particulièrement du très grand nombre d'étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très dur à dire, c'est très long. C'est le cas de 1 étudiant sur 3. Et du coup, pour une grande partie d'entre eux, ils se sont retrouvés sans rien, sans revenu, du jour au lendemain. Des messages de détresse d'étudiants, on en a reçu des centaines sur notre site internet. Le message de Valérie Glatini pendant toute la session, ça a été en gros... Garder le rythme. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Bon, en gros, l'EMR, le parti dont Valérie Glatini est membre, s'inspire d'un courant de la psychologie cognitive qui dit en gros que les inégalités dans l'enseignement, c'est juste le reflet des inégalités d'intelligence. Donc en gros, si vous ratez, c'est juste parce que vous êtes con. Le principal représentant en Belgique de ce courant, il s'appelle Wouter Deuk et il est professeur à l'université de Gand. Et Wouter Deuk, c'est d'ailleurs aussi le chouchou de la NVA, un parti qui plaide depuis des années et des années pour un enseignement pour l'élite. Comme un certain Theo Franken par exemple, qui a même failli devenir ministre de l'enseignement supérieur en Flandre. C'est pour dire à quel point la NVA, l'enseignement supérieur, elle voit ça comme un enjeu stratégique. Et en plus on sait à quel point Theo Franken et Georges-Louis Boucher, l'actuel président du MR, ils sont bons copains. Bon finalement en Flandre c'est Ben Waite, un autre NVA qui est devenu ministre de l'enseignement supérieur. Et devinez qui est toujours un grand fan de Ben Waite, c'est Georges-Louis Boucher. En fait en Belgique, on a une droite unifiée et avec un projet pour l'enseignement supérieur. Mais les enquêtes PISA et beaucoup d'autres études le montrent, la Belgique c'est un des pays où les inégalités dans l'enseignement sont les plus fortes. Il y a une corrélation forte entre l'origine sociale d'un étudiant et ses résultats. Bon pour la faire courte, les étudiants précaires ont tendance à se retrouver dans des écoles moins favorisées et à avoir de moins bons scores. Et inversement. Mais Wouter Deuk insiste, ces inégalités, elles sont en fait le produit des inégalités d'intelligence. Ah oui. Il ne faut pas perdre de vue que l'impact social sur le choix des études est bien réel, mais tout de même plutôt limité. Le choix des études, ça reste beaucoup plus fortement déterminé par les aptitudes cognitives. Bref, pour lui, si les étudiants aisés réussissent mieux, ça n'a rien à voir avec votre origine sociale, le cadre dans lequel vous avez grandi, l'école d'où vous venez, non, c'est juste parce que vous êtes plus intelligent. Eh bien du coup, le but de l'enseignement supérieur, ça doit être de sélectionner ces gens-là. Donc quand Valérie Glatini, elle dit des trucs comme « l'enseignement c'est une école de vie, tout le monde ne gagne pas à la fin », derrière ce message, c'est cette vision-là, cette vision élitiste qui se cache. Le but c'est pas d'apprendre au plus grand nombre, non, c'est de trier, de sélectionner. Du coup, alors c'est quoi les plans de Glatini pour cette législature ? Comment est-ce qu'elle va mettre cette vision en pratique ? Parce que pour mettre un peu le contexte, dans l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça fait des années et des années qu'on va droit dans le mur. En 1996, il a été décidé de fermer l'enveloppe budgétaire qui était consacrée à l'enseignement supérieur. En gros, le budget, on n'y touche plus. Le nombre d'étudiants peut augmenter d'année en année, on va pas donner 1 euro de plus. Et vu que le nombre d'étudiants, il augmente bien, le financement par étudiant, il a diminué de 18% en 10 ans. Problème concret, en première année par exemple, le taux d'encadrement, il a sévèrement diminué. Et le taux d'échec aujourd'hui, il est à 65% en B1. Ça fait des années que c'est comme ça et rien n'est fait. Et dans le même temps, la précarité étudiante, elle explose. Entre 2006 et 2019, le nombre d'étudiants au CPAS a triplé. Alors pour répondre à ces problèmes, il y en a qui ont des solutions magiques. On augmenterait le Minerval ou alors on irait sélectionner les étudiants. Récemment, un rapport commandé par l'ARES, l'organe qui dirige l'enseignement supérieur, disait des trucs comme ça. Le renforcement de la contribution individuelle à l'enseignement supérieur par une augmentation des droits d'inscription doit être envisagé. Ils y parlent aussi d'un test d'entrée obligatoire pour l'enseignement supérieur. Ah bah oui, comme ça c'est facile. On manque de financement, on va faire raquer les étudiants et leurs parents, tiens. C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Il y a un taux d'échec important en première année, mais pas de soucis, bloquons-les avant qu'ils arrivent en première. Et qui on retrouve comme grand défenseur évidemment de la sélection à l'entrée,
Je vous le donne en mille, c'est toujours Wouter Deuk. Mais heureusement, jusqu'ici, le mouvement étudiant, il a empêché ça. En 2010, la Fédération des étudiants francophones, elle réussissait à imposer le gel du Minerval pour tous les étudiants et la gratuité du Minerval pour les étudiants boursiers. C'est une victoire importante qui est survenue après plusieurs mobilisations et plusieurs actions. La FEF, elle s'est aussi toujours opposée à la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur. Alors dans ce contexte, on l'espérait, l'élu, le ou la ministre qui oserait vraiment investir dans l'enseignement supérieur. Celui ou celle qui allait enfin augmenter l'encadrement et qui allait donner les conditions aux étudiants pour réussir leurs études. Mais non, à la place, t'as droit au contraire. Valérie Glatini, débarquée par le MR depuis l'Europe, 100% libérale, méritocratie, tout le tout team. Et en fait, on a une assez bonne idée de ses projets pour l'enseignement supérieur, parce qu'en novembre, elle donnait une grande interview au soir où elle expliquait bien ses plans. D'abord, pour le refinancement, la Fédération des étudiants francophones réclamait 150 millions de plus par an et 300 millions pour récupérer le retard. Ce que la ministre promet, 5 millions pour 2020 et 50 millions pour 2024. C'est peu. Donc en gros, c'est 30 fois inférieur aux 150 millions demandés annuellement, c'est 60 fois inférieur pour rattraper les dommages causés par l'enveloppe fermée des 30 dernières années, et c'est 90 fois inférieur aux besoins totaux réclamés par les acteurs de terrain immédiatement. Là, le recteur de l'ULB, Yvon Angler, il a senti qu'on se foutait un peu de sa gueule, et il a réagi en parlant d'un refinancement qui était carrément symbolique, et en disant simplement que la ministre, elle était en train de couler les universités. Faut le faire pour énerver Yvon quand même. Après, moi, je vais avoir des zéros, je vais pas comprendre. Hein. Ensuite, dans la lutte contre la précarité étudiante, ça reste aussi très peu ambitieux. La ministre veut mieux informer les étudiants des aides déjà existantes et fait la vague promesse de travailler sur le montant des aides. Bref, on reste dans le flou. Ça fait aussi un moment que le MR, il aimerait imposer un test d'entrée obligatoire. La ministre Glatini, elle veut faire un premier pas dans ce sens, c'est-à-dire créer un test qui serait non obligatoire et non contraignant. Alors non obligatoire et non contraignant, ça fait beaucoup de mots rassurants, mais ça reste un pas vers un test d'entrée. Le rapport de l'ARES dont on parlait tantôt, il le précise bien, même si le test est non contraignant au départ, la non-réussite du test pourrait donner lieu à certaines contraintes selon les cas. C'est l'inverse de non contraignant, hein, du coup, c'est l'inverse. C'est aussi ce qui s'est passé avec les tests en vétérinaire et en médecine. Ils étaient tous non contraignants au départ, et du jour au lendemain, on se retrouve comme par magie avec des tests d'entrée purs et simples. Or, on en a parlé tout à l'heure, mais la réussite de ce genre de test en Belgique, elle est fortement déterminée par l'origine sociale de la personne. Au lieu de prendre en main ce problème de la sélection sociale à l'université, tout ce que des tests d'entrée vont faire, c'est de sanctionner les étudiants défavorisés. Et pour finir, il y a la question du Minerval. Glatini a promis qu'elle maintiendrait le gel du Minerval, mais qu'elle comptait l'augmenter pour les étudiants européens hors Belgique et mener une réflexion sans tabou sur le prix du Minerval en général, quoi. Et je vous le dis comme je le pense, son truc ça pue, hein. C'est pas qu'elle veut le diminuer. De la réflexion sans tabou, c'est pas qu'on va le diminuer. En gros, une des idées qui est sur la table, c'est de créer une bourse pour les étudiants belges, mais pas pour les autres. Je vous passe les détails techniques, mais en gros, ça permet de contourner l'interdiction de discrimination entre étudiants européens. Un truc juridique. L'augmentation, elle serait de 1600 € par an. Et ça, évidemment, c'est le gros piège. Premièrement, ça veut dire que chaque étudiant doit pouvoir mettre d'un coup 1600 € en plus par an pour son Minerval. Moi, actuellement, je paye 835 €. Ça fait qu'au total, je paierai 2435 € à chaque début d'année. L'idée, c'est qu'on serait remboursé ensuite par une bourse de 1600 €. Mais avec la lenteur actuelle qu'on connaît pour les bourses, il y a plein d'étudiants qui vont pas savoir mettre une telle somme sur la table et attendre quelques mois peut-être pour être remboursés. Bref, c'est encore une fois les étudiants précaires qui vont trinquer parce qu'ils sont pas capables de mettre une telle somme sur la table d'un coup. Et ensuite, c'est évidemment le meilleur moyen pour augmenter le Minerval par la suite, pour deux raisons. D'abord, c'est beaucoup plus facile de dire, vous imaginez, on donne une aide de 1600 € par an aux étudiants. On peut baisser un petit peu le montant de cette aide, que de dire « Ah, on va augmenter le Minerval !» Oui, ça passe mieux. C'est évidemment une histoire de communication, mais en politique, la communication, ça fait beaucoup. Et puis, il sera aussi beaucoup plus facile de s'attaquer à certains groupes en particulier. Il y a quelques années, c'était les étudiants étrangers hors Europe. Maintenant, ça va être les étudiants étrangers hors Belgique. Puis ce sera quoi? Les étudiants les plus favorisés, on les fait payer, puis eux, et puis à la fin, tout le monde paye. Plus. Doucement, mais sûrement, on risque de se diriger vers une augmentation du Minerval pour tous. Bref, on voit déjà que les perspectives proposées par Glatini pour l'enseignement supérieur, c'était pas réjouissant. Mais évidemment, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment ça va évoluer après toute la crise du coronavirus. Et tout le trou qu'il y a dans le budget maintenant et la crise économique qui va arriver. Le peu de financement promis, on n'est même pas du tout certain qu'il va arriver. Et les vagues promesses, elles risquent juste d'être enterrées. Par contre, sa vision de l'enseignement, sa vision est celle du MR, celle qui laisse toute une partie de la population de côté de l'enseignement supérieur et qui sélectionne sur base purement sociale, ça va se concrétiser. Mais par contre, on n'est pas obligé de la laisser faire. À l'opposé de la vision de Glatini, qui exclut une partie des étudiants de l'enseignement supérieur, la vision de Comac, c'est celle d'un enseignement qui fait réussir le plus possible de gens. On trouve que chacun a droit à un enseignement de qualité qui le mette dans des bonnes conditions et qui lui permette de réussir. La lutte pour un refinancement de l'enseignement supérieur,
La lutte contre les inégalités et la précarité étudiante, tout ça rentre dans un cadre plus large, celui de la lutte pour une autre société. Et ça c'est possible uniquement dans une société où on ose aller taxer les plus grosses fortunes pour réinjecter cet argent dans les besoins des gens. Une société où l'enseignement il est mis au service de la population et des besoins et des défis de la société. Comme par exemple au hasard, les soins de santé ou le défi climatique. Une société où l'enseignement est un droit essentiel pour l'émancipation et la démocratie.